Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de Mytho, l'émission qui vous parle de mythes et de mythologie d'hier à aujourd'hui. Il sera question dans cette vidéo d'étudier les multiples rapports qui existent entre mythes, mythologie et ville. Mais avant toute chose, on va se poser une question pas si évidente que ça, puisqu'un certain nombre d'historiens, de géographes, de sociologues, d'ethnologues, et j'en passe c'est des meilleurs, s'y sont cassés les dents. Qu'est-ce qu'une ville? C'est une notion qui peut englober tout un tas de choses qui ne reflètent pas les mêmes réalités d'une époque à l'autre, d'une culture à l'autre et d'un point de vue à l'autre. Enfin bon, il y a bien un moment où il faut proposer quelque chose, se jeter à l'eau, sinon on n'y arrivera jamais. Étymologie. Ville vient du latin villa, qui signifie le domaine de campagne ou la propriété. Ok, clairement ça nous aide pas. On va tricher un peu. L'adjectif urbain vient du latin urbs qui se traduit par la cité ou la ville et qui viendrait lui-même du mot warpa qui désigne en langage hittite, donc une ancienne civilisation d'Asie mineure pour aller vite, le fait de tracer un périmètre, une limite. Ah là tout de suite ça devient beaucoup plus intéressant. On touche ici à la toute première définition de la ville. Un espace que l'on délimite par une clôture, une barrière, un mur ou encore une muraille. Et ça on le voit dans le très célèbre mythe de la fondation de Rome. Rémus et Romulus, issus des amours du dieu Mars et de Rhea Silvia, une prêtresse, sont par un malheureux concours de circonstances que je ne vais pas détailler ici, abandonnés sur les rives du Tibre. Ils sont alors miraculeusement sauvés par une louve qui les allaite. Devenus adultes, Rémus et Romulus décident de fonder une ville, mais lequel des deux donnera son nom à la cité? On décide alors de consulter les augures qui désignent Romulus comme le premier roi de Rome. Celui-ci trace alors ce que l'on appelle le pomerium, c'est-à-dire l'enceinte sacrée de la ville. Pour montrer le mépris profond que lui inspire l'autorité nouvelle de son frère, Rémus enjambe le pomerium par pure provocation. Pour ne pas avoir respecté la frontière sacrée, il est tué sur le coup par Romulus. Voilà, ça c'est un exemple typique de mythe de fondation. Et là encore, on voit très bien que ce qui définit la ville, c'est son enceinte. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que l'histoire ne s'arrête pas là. Une légende du Moyen-Âge rapporte que les partisans de Rémus, terrassés par sa mort, auraient cherché l'exil loin vers le nord. Après avoir traversé les Alpes et s'être toujours plus enfoncés vers le nord, ceux que l'on appelle les Rèmes auraient fondé une cité en l'honneur de Rémus, la ville de Reims. Ce mythe fondateur a pendant longtemps fait de Reims la sœur jumelle de la divine ville de Rome, d'où le fait que pendant plus de 1000 ans, presque tous les rois de France ont été sacrés à Reims. Bon là, comme on n'a pas vraiment le temps, on va s'arrêter là, mais sachez que le fait d'inventer des origines mythiques à une ville est quelque chose de très récurrent et de très répandu partout dans le monde. Le mythe, et tout particulièrement le mythe de fondation, joue un rôle crucial dans la détermination d'une identité propre à chaque espace urbain. Par exemple, les Aztèques racontent que leurs ancêtres encore nomades ont décidé de fonder la ville de Tenochtitlan, l'actuel Mexico, à un endroit où leur est apparu un aigle dévorant un serpent sur un cactus, signe qu'ils interprètent comme un message des dieux. C'est d'ailleurs cette scène qui est représentée sur le drapeau du Mexique encore aujourd'hui. La ville, c'est aussi un endroit qui est presque systématiquement protégé par une divinité ou un dieu, que l'on appelle une divinité poliade, du grec polis, la cité. Par exemple, la cité de Sparte est placée sous la protection d'Arès, dieu de la guerre, Babylone sous celle du dieu Marduk, Machu Picchu sous celle d'Inti, le dieu soleil, et Athènes sous celle d'Athéna. Dans le même ordre d'idées, on peut considérer que le saint patron de telle ou telle ville dans le monde chrétien est une forme de divinité poliade. Par exemple, le saint patron de Rome est Saint Pierre, et la sainte patronne de Paris est Sainte Geneviève. Mais au-delà de tout ça, la ville c'est aussi tout simplement un espace densément bâti et densément peuplé où se rencontrent des individus pour travailler, échanger et commercer. C'est le symbole de la civilisation par excellence. La ville est un lieu qui marque l'imaginaire collectif depuis des millénaires et des millénaires. C'est parce qu'elle symbolise tout ce que l'homme est capable de construire qu'elle fascine autant et qu'elle est le terreau d'une infinité d'histoires qui traversent les siècles. Tenez, comment expliquer le mythe de la tour de Babel dans la Bible, cette tour gigantesque que les hommes ont voulu construire pour atteindre Yahvé? Eh bien tout simplement parce que les rédacteurs de cette partie de l'Ancien Testament, les Judéens déportés à Babylone en -597 avant Jésus-Christ, ont été stupéfiés par cette gigantesque métropole et sa ziggourate haute d'une centaine de mètres. De fait, Babylone a pendant très longtemps été la plus grande ville du monde avec ses 900 hectares. À titre de comparaison, Paris, qui est la plus grande ville d'Occident au XVIIIe siècle, ne fait que 600 hectares. Aujourd'hui, vous avez peut-être l'impression que le mode de vie urbain est majoritaire, mais rendez-vous bien compte, ce n'est que depuis 2006 que plus de la moitié de l'humanité vit dans les villes. Seulement depuis 2006, 10 ans. Donc si on cherche la même chose dans l'Antiquité, je pense qu'il doit y avoir quelque chose comme
2% de la population mondiale qui vit dans une ville. Donc plus c'est rare, plus ça fascine, et plus ça fascine, plus ça nourrit les imaginaires, d'où le fait qu'on ait cru à l'existence de glorieuses cités mythiques, au premier rang desquelles on cite bien sûr l'Atlantide. Bon ok, je triche un peu. Techniquement, l'Atlantide c'est un continent comprenant plusieurs villes que nous décrit Platon dans le Timée et le Critias. Mais bon, il s'agit d'une civilisation très riche et très développée. Mais des villes mythiques, il y en a plein d'autres. Petit florilège. Les cités d'or d'Amérique, comme Eldorado, Shambhala au Tibet, Is en Bretagne ou encore Troie en Anatolie. Oui, je sais, pour cette dernière, on aurait récemment trouvé des ruines qui pourraient être celles de la cité de l'Iliade. Mais bon, voilà, on est vraiment sûr de rien. Mais dans toutes ces histoires, on a toujours un élément récurrent, la destruction ou la disparition de la ville. Une destruction qui, dans la plupart des cas, est ordonnée par la divinité pour punir les riverains de leur orgueil, de leurs péchés, de leurs mœurs délurées ou encore de leur violence. Les hommes de l'Atlantide sont plongés sous les eaux pour avoir pratiqué le sacrifice humain, Is finit également submergé pour sa trop grande débauche, Shambhala et les cités d'or disparaissent pour se préserver de la vanité des hommes, Troie est détruite par la guerre, et bien sûr Sodome et Gomorrhe dans la Bible sont rayés de la carte par Dieu pour... je vous laisse deviner pourquoi. Ainsi, de la même manière que la ville naît du génie des hommes, elle meurt par leur folie. Maintenant, que reste-t-il de ces symboles et de ces histoires aujourd'hui ? Déjà, toutes ces villes mythiques sont régulièrement revisitées dans la culture populaire, que ça soit dans les romans, dans les films, dans les bandes dessinées, etc. Ce qui explique vraiment leur incroyable longévité. La ville et son mode de vie prennent aujourd'hui une place tellement importante dans notre culture mondialisée que l'on en arrive à explorer des perspectives parfois terrifiantes à travers la fiction. Et là, la très large représentation de ce genre dystopique particulier qu'est le cyberpunk dans notre culture aujourd'hui en est l'exemple le plus évident. Dans un futur proche, l'homme vit dans de gigantesques métropoles à la fois très modernes et très avancées technologiquement, mais plus lugubres, sombres et violentes que jamais. L'homme est alors dépassé par ce qu'il a lui-même créé. Et là, on n'est finalement pas si loin de la Babylone antique. Matrix, Akira, Blade Runner, Ghost in the Shell, autant d'œuvres célèbres qui ont posé les jalons de l'imaginaire cyberpunk. Même si cette vision très pessimiste de la ville a subsisté à travers les âges, on ne peut pas pour autant nier qu'elle reste le symbole à jamais de la civilisation, de la culture et de la grandeur. Prenez le Paris de la Belle Époque par exemple. On garde des années 1900 cette image de la ville des lumières, des spectacles, du Moulin Rouge, du luxe, des arts. C'est ce Paris mythique d'avant-guerre que les touristes viennent chercher encore aujourd'hui dans la capitale. Au final, c'est peut-être le peintre américain du 19e siècle, Thomas Cole, qui a le mieux représenté cette ambivalence. La ville, dans notre imaginaire, est à la fois ce que l'être humain a construit de plus beau et de plus terrifiant. C'est ainsi que s'achève ce 4e épisode de Mytho. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me suivre sur Twitter si ce n'est pas encore fait, à liker la page Facebook si ce n'est pas encore fait. Et je vous jure, mais alors là je vous jure que je serai moins lent pour les prochaines vidéos.